Pas Oui, encore. C'est c'est bon. démarré? Oui. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Ezat Fazlivegovic, je suis donc juriste, à la FFEPGV. Ce soir, j'interviens pour vous présenter finalement les différentes formes de rupture du contrat, comme vous pouvez le constater sur le PDF. J'ai pris une petite liberté, j'ai ajouté, quelques petites, diapositives sur la conclusion également du contrat de travail. Pour quelle raison? Parce que j'ai estimé que c'était plutôt intéressant d'avoir un petit point rapide sur les différents contrats, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas, été présents lors de la précédente, petite, intervention, de mes collègues. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour tout le monde de faire un petit point sur ces contrats-là. Donc, je vous mets tout de suite le sommaire de mon intervention. Donc, comme je vous disais, il y a pour commencer la conclusion du contrat de travail, suivi de la rupture du contrat de travail. Donc, on regardera dans un premier temps le CDI intermittent, ces fameux CDI que vous connaissez tous, le CDD et le recours à l'auto-entrepreneur, bien évidemment, puisque c'est des questions qui reviennent assez fréquemment au sein du service juridique. Dans un second temps, on regardera du coup tous ensemble la rupture du contrat de travail, donc la rupture à l'initiative du salarié, d'un commun accord, donc la fameuse rupture conventionnelle, et la rupture à l'initiative de l'employeur. Donc si vous le voulez bien, on va commencer. Hop, avec le fameux Voilà, je CDI je me intermittent. permets juste Oui, je me permets juste d'accueillir Nicole du 90, Nicole Russe du 90, d'accueillir Valérie Blodès de Montbéliard. Voilà, je crois qu'il y a pas d'autres personnes qui sont arrivées, donc nous sommes 13, je crois. Voilà. très bien. En tout cas, enchanté, puisque je suis nouveau. Donc commençons tout de suite par le CDI intermittent. Le CDI intermittent, donc c'est le contrat prévu, par la CCNS, pour l'animation sportive. Vous le connaissez. C'est l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Donc, c'est de 36 semaines avec la possibilité d'aller jusqu'à 42 semaines avec une majoration de la rémunération et comme vous le savez, en cas de modification de l'horaire de travail, il faut prévenir le salarié, donc l'animateur, 10 jours avant. Donc, les points importants, comme vous les connaissez également, c'est donc les 36 semaines. C'est une durée, du coup, annuelle qui permettra d'être lissée sur l'année au niveau du salaire pour, faciliter finalement le quotidien du salarié. Hop, les mentions obligatoires de ce contrat. C'est un contrat qui est, comme vous le savez également, obligatoirement écrit. Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, telles que donc la durée minimale annuelle du travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les conditions de modification de ces périodes et la date de début, bien évidemment. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Puisque comme je vous ai dit, ce sera des petits points rapides sur les contrats. C'est pas le but non plus de cette soirée, donc je vais aller relativement vite sur ces contrats-là. C'est juste, voilà, de refaire un petit peu le point. Donc on enchaîne par le CDD. Le CDD également, un contrat très utilisé, mais strictement encadré par le code du travail. En effet, on peut l'utiliser que pour certains types, de situations. Comme je l'ai indiqué ici, donc c'est l'accroissement temporaire d'activité, donc temporaire d'activité, très important le temporaire, donc ça peut théoriquement pas durer toute la saison puisque ce ne serait pas temporaire. On a également la possibilité d'avoir un remplaçant pour un salarié absent et également dans l'attente d'un salarié recruté, en CDI. Ça va au niveau du rythme, je suis pas trop rapide? Vous n'hésitez pas à me dire, hein, si je suis un peu trop rapide. Les caractéristiques de ce fameux contrat à durée déterminée. C'est donc forcément un écrit. Et si c'est pas un écrit, 2 jours après l'embauche, on doit donner l'écrit. Il doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires avec normalement la durée minimale et le terme, le poste de travail, la qualification, la convention collective et bien évidemment la rémunération. C'est très important en fait tous ces éléments-là parce que si une mention est manquante parmi celles que je viens de vous donner, et bon, il est susceptible d'être qualifié en contrat à durée indéterminée. Ce qui est donc plutôt problématique puisque ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on avait embauché à l'origine le salarié. Ce CDD donc doit avoir un terme précis, sauf dans le cas d'un remplacement où on peut prévoir que le terme correspond à la fin de l'absence du salarié qui est amené à être remplacé. Donc la durée maximale du CDD, c'est 18 mois, renouvellement inclus. Donc durée maximum de 9 mois pour l'attente d'un recrutement d'un salarié en CDI. Donc voilà, c'est spécifique à ce cadre-là.
Donc comme je vous l'ai dit, il est renouvelable 2 fois et le délai de carence entre les 2 CDD sur un même poste est spécifique également. Donc c'est un tiers de la durée si le contrat est de moins de 14 jours, donc ce qui peut être assez fréquent, et la moitié de la durée si le contrat initial est supérieur à 14 jours. C'est un décompte en jours calendaires, très important, calendaire. Donc en ce qui concerne le CDD, je pense que les éléments les plus importants ont été évoqués. Là, on va en venir à un point qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est des questions qui reviennent également assez souvent, au sein du service juridique, ce statut d'auto-entrepreneur, en fait. Ce statut d'auto-entrepreneur qui certes donc est assez à première vue pourrait être pratique finalement, mais il faut bien se prendre en considération qu'un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un normalement d'indépendant. C'est son statut, c'est il est indépendant. Il ne répond pas aux règles du droit du travail puisqu'il n'a pas de contrat de travail. C'est une intervention donc d'un indépendant qu'on demande à exécuter une prestation de service. Donc sa prestation à lui, elle est libre et il fait finalement un petit peu ce qu'il veut dans le cadre de la gestion de cette prestation-là. Ce qui pose bien évidemment des problématiques pour un club. Est-ce que c'est vraiment compatible avec l'animation dans les clubs FFE-PGB? Chez nous, du coup, un auto-entrepreneur, il fixe pas sa rémunération. Il répond à des horaires qui sont donnés par l'asso et il est soumis à un contrôle du club. Donc finalement, où est son indépendance? Je la vois pas vraiment en réalité et c'est ce statut-là d'auto-entrepreneur qui peut facilement être remis en cause, heu, par l'animateur devant le tribunal ou bien même l'URSSAF et les conséquences de la requalification, elles sont assez lourdes et donc c'est ça le risque en fait qui découle de ce statut-là, c'est que la requalification de son contrat est requalifiée du coup en CDI avec tous les éléments du coup qui sont inhérents au CDI. Donc que ce soit les charges patronales, les congés payés, les heures supplémentaires, tous ces faits-là en fait, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une facilité offerte à l'association, c'est finalement un risque couru par l'association dans le cadre d'un entre guillemets, «d'un recrutement» d'un auto-entrepreneur. Donc voilà, c'était les 3 éléments-là que je voulais voir avec vous dans un premier temps en guise d'introduction, donc le CDI, le CDD et le statut d'entre-entrepreneur pour finalement rentrer dans le vif du sujet de mon intervention qui sera, hop, la rupture du contrat de travail. Jusque là, ça va? Vous êtes, Alors, je vais me permettre de reprendre, le crachoir, si je peux dire. dites-moi. Oui, par rapport à ça, je suppose que j'ai pas dit tout à l'heure, je suppose que peut-être il y aura des gens qui auront des questions. Vous avez une bande en haut où vous pouvez lever la main hein, pour poser des questions. Vous pouvez cliquer sur le lever la main et puis à ce moment-là, on prendra votre question. Par contre, Ezat, est-ce que tu Oui. veux que les questions qu'il y aurait sur le CDII et l'auto-entrepreneur ou le CDD, est-ce que tu veux qu'on les fasse maintenant ou tout à la fin? Moi, c'est comme Comment vous tu veux faire? préférez. Le fait est que là, c'est enregistré et comme on avait dit que les questions, on souhaitait pas nécessairement qu'elles soient enregistrées parce qu'elles apporteraient pas franchement quelque chose d'utile, D'accord? donc c'est comme vous préférez. Bon, donc on fait tout à la fin alors. On fait tout à la fin si vous le voulez bien. OK, ça marche. Parce que moi, j'ai déjà 2 questions alors, tu vois? Enfin, pas 2 questions, mais 2 apports alors, on Eh verra tout ben à l'heure. OK, eh ben, parfait, ça génial. marche. J'enchaîne du coup avec notre thématique principale de ce soir qui est donc la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail qui donc peut être faite de différentes façons et la première que j'ai décidé de voir avec vous, c'est la démission. La démission, bien évidemment, vous savez tous ce que c'est la rupture du contrat par le salarié, donc à son initiative. Dans le cadre d'un CDI, il n'a pas besoin de justifier sa démission. Il apporte juste, du coup, un écrit, très important le fait que ce soit un écrit, et il indique de manière claire et non équivoque. On ne puisse pas douter sur sa volonté de démissionner a posteriori. Et bien évidemment, le salarié en CDI peut démissionner à tout moment. Là, actuellement, il se passe quelque chose, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais à l'origine, une absence injustifiée ne correspond pas à une démission. Mais là, actuellement, la loi récente avec, le gouvernement Macron nous amène à ce qu'un abandon de poste
soit considéré comme une démission. Alors bien évidemment, il y a une procédure, avant d'aboutir à cette démission, mais avant du coup, un abandon de poste n'était pas considéré comme étant une démission, maintenant ça l'est, avec tout ce qui en découle. Donc, il faut que je mette un point d'honneur à vous, voilà, à vous préciser que, il ne doit pas subsister de doute, sur la volonté de la démission du salarié, vraiment. Parce qu'en cas de doute, eh bien, il y a un risque de nullité ou de requalification de la démission. Donc c'est très, très important, que cet écrit soit très, très clair et ne puisse pas être remis en cause. Concernant la démission, dans le cadre d'un CDD, en réalité, ça n'existe pas. C'est une rupture anticipée qui répond à un régime particulier et il ne s'agit pas vraiment d'une démission. Donc quand on parle de démission, c'est exclusivement dans le cadre du CDI. C'est la raison pour laquelle sur, la diapo que je vous affiche en ce moment, vous voyez bien qu'il y a indiqué du coup, en CDI. Donc je vais poursuivre sur la démission si vous le voulez bien. La démission, normalement, dans le contrat de travail, il y a une nécessité de respecter un préavis. Un préavis suite au moment où on démissionne. Bien évidemment, c'est très, très rare qu'un un salarié vous dise, «Voilà, je démissionne, j'arrête de travailler tout de suite». Par contre, il est tout à fait possible de se mettre d'accord entre l'employeur et le salarié pour que ce préavis, finalement, soit réduit, voire même absent. Donc dans le cadre de ces indemnités-là, donc il n'y aura pas d'indemnité de rupture à verser, pas d'indemnité compensatrice de préavis en cas de dispense par l'employeur, comme je vous le disais il y a quelques instants, et une indemnité compensatrice de congés payés dus. Pour la démission, je pense qu'on a regardé les points les plus importants ensemble. Bien évidemment, si vous avez des questions, on regardera ça tout à l'heure. La thématique du moment c'est le départ à la retraite. C'est également une possibilité de rupture du contrat de travail, bien évidemment. Le départ à la retraite. Tout salarié peut, donc bien évidemment, à condition d'avoir atteint l'âge légal, donc l'âge légal qui était en discussion récemment, mais qui finalement, a été choisi, pour la rentrée à 64 ans, de partir à la retraite lorsqu'il a donc atteint l'âge, du coup de 67 ans ou lorsqu'il a acquis tous ses trimestres. Bien évidemment, à partir de 64 ans, il aura accès à une retraite selon le nombre de trimestres qu'il aura travaillé. Donc il peut décider de cesser le travail pour bénéficier d'une pension de retraite qu'il a parfaitement méritée. Ce départ, au même titre que la démission, doit toujours être clair et non équivoque et notifié par écrit. Très important de notifier par écrit puisque ça permet d'avoir, une trace et ça permet également d'être sûr de la volonté, du salarié. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de la mise à la retraite. Donc là, on parle vraiment du départ à la retraite, donc à l'initiative du salarié. Bien évidemment, si la demande du salarié n'est pas claire ou il subsiste des doutes, il y a également un risque de requalification et une remise en cause du départ en cas de manquement à l'employeur. Bien évidemment, ça pourrait se traduire par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tout un tas d'autres difficultés prud'homales. Le départ à la retraite, du coup, est soumis à des indemnités de départ comme, vous les verrez sur ma diapositive, donc selon l'ancienneté. Si on est à plus de 10 ans, c'est 1,5 mois de salaire brut, plus de 15 ans, 2 mois. Enfin voilà, ça correspond au tableau actuel. L'indemnité donc est assujettie aux cotisations sociales, à l'impôt sur le revenu, CSG et CRDS également. Le départ à la retraite existe, mais il y a également la possibilité de la mise à la retraite. Ici, on n'est plus dans la volonté du salarié de pardon? Hop, bah, j'ai il y a eu un petit bruit, je pensais que quelqu'un voulait intervenir. Il y a aussi la possibilité de la mise à la retraite. Donc la mise à la retraite, cette fois-ci, c'est, à l'initiative de l'employeur. Donc c'est pas le salarié qui donc décide de hop, on a un invité en plus, qui décide du coup de prendre sa retraite, mais il peut être mis à la retraite. À quel moment? Donc ça, c'est dès que le salarié a atteint l'âge légal pour bénéficier du taux plein, donc 67 ans. Et il y a un mécanisme d'interrogation annuel du salarié 3 mois avant son anniversaire, jusqu'à ses 70 ans pour savoir s'il accepte ou non d'être mis à la retraite. À partir de 70 ans, il n'a plus à donner son accord finalement. Il peut être mis à la retraite sans son accord. Mais voilà, donc de 67 à 70 ans, il a le droit de dire: «Non, je ne souhaite pas, partir à la retraite». La procédure. Je suis désolé, j'entends des bruits encore.
La procédure. Donc, il n'y a pas d'entretien préalable nécessaire, notification par écrit de la mise à la retraite, respect du préavis, versement d'indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité légale de licenciement et la remise des documents de fin de contrat habituels que on reverra tout à l'heure. Hop. Là, on passe sur une autre thématique. La rupture conventionnelle qui est quelque chose de très utile et peut-être un petit peu sous-coté, heu, ces derniers temps. Parce que la rupture conventionnelle, c'est donc la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Mais la rupture conventionnelle, lorsqu'elle est proposée finalement par l'employeur, elle peut toujours être perçue par l'employé comme étant finalement quelque chose qui est imposé, alors que c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Donc il y a vraiment je pense une nécessité d'amener la rupture conventionnelle lorsqu'elle est proposée, en tout cas par l'employeur, de l'amener comme étant une solution possible à une situation quotidienne peut-être un petit peu, voilà, un petit peu délicate. La rupture conventionnelle n'est jamais imposée. N'est jamais imposée, donc par conséquent, lorsqu'elle est proposée par l'employeur, elle doit être présentée de la manière, voilà, à ce qu'on puisse se dire: «Ben, c'est peut-être une solution pour moi, employé, pour, finalement me libérer de mes obligations contractuelles». Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, il est au moins égal à l'indemnité légale de licenciement. Donc finalement, d'un point de vue financier, c'est tout à fait intéressant. Combien de temps dure la rupture conventionnelle? Une rupture conventionnelle, on estime qu'elle peut, entre son début et sa fin, durer entre 5 et 7 semaines. Elle peut intervenir à tout moment, donc que ce soit pendant la maladie, arrêt de travail, congé maternité, et nécessite du coup simplement un accord de volonté entre l'employeur et le salarié. Le ou la salariée d'ailleurs. Quelles sont les étapes? Les étapes, donc comme elles sont indiquées, c'est une convocation d'entretien préparatoire précisant que le salarié donc peut se faire assister. Donc s'il se fait assister, ben, l'employeur aussi pourra se faire assister. Il y a la tenue donc de cet entretien durant lequel on propose quelque chose. On n'impose jamais une rupture conventionnelle, ça n'existe pas. C'est le principe même dans son nom, c'est qu'elle est conventionnelle. Donc voilà, elle nécessite forcément un accord de volonté. Donc lorsque donc l'entretien préparatoire aboutit en effet sur une volonté mutuelle de procéder par une rupture conventionnelle pour rompre son contrat de travail, il y a la signature de la convention de rupture, donc c'est un document CERFA en fait. C'est un document CERFA dont nous on dispose, hein, à la fédération, donc si jamais, vous en avez besoin, on pourra parfaitement vous la fournir et de toute façon, je pense que la plupart des codep également possèdent tous ces types de documents. Le CERFA, il comprend les conditions de rupture, donc la date des entretiens, date de la rupture qui peut pas être, avant la date de l'homologation, pardon, bien évidemment, et un délai de rétractation. Pourquoi un délai de rétractation? Parce que comme ce système de rupture conventionnelle repose vraiment sur un accord de volonté, on estime que, un engagement aussi important exige, enfin, voilà, doit permettre, la possibilité pour les 2 parties de, voilà, de reculer finalement, sur cette volonté-là. Donc ce délai de rétractation donc dure 15 jours calendaires à compter de la date de signature du coup de la convention de rupture, du CERFA dont on parlait tout à l'heure. À partir de là, il y a une homologation par la directe dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du CERFA et une rupture du contrat à la date indiquée dans le CERFA. Jusqu'ici, j'ai pas été trop rapide, vous avez pu bien saisir les différentes subtilités des éléments que je vous ai présentés? Exact, Oui? concernant la rupture conventionnelle, Mmh. enfin, moi, j'ai une petite chose pour moi qui est pas claire Dites-moi. dans ce que tu dis. Alors, je Mmh. sais pas si je le dis maintenant puisqu'on est dedans ou si on attend, c'est comme tu veux, Bah, mais toi, tu parles, d'un employé qui propose une rupture conventionnelle à un employé. On est d'accord? non, non, un employeur qui propose à un Voilà, salarié. à un salarié. Bien sûr, Seulement, il y a aussi l'autre cas de figure, tu as tout des à fait. fois des salariés, qui ne veulent pas, démissionner, enfin qui veulent s'en aller, qui veulent pas démissionner Mmh. parce que, s'ils démissionnent, ils ont pas droit au chômage.
tout à fait. Et en fait, ils démissionnent parce que, ils nous demandent une rupture conventionnelle parce qu'ils veulent le chômage. Voilà. Mmh, bien Alors ma sûr. question, je te dis ça parce que moi j'ai eu le cas 2 fois quand même. Bah, oui, oui, c'est un truc qui vient fréquemment, oui. Est-ce que, comme tu en as pas du tout parlé, est-ce que c'est, on peut refuser? Est-ce on est obligé d'accepter? Comment ça se passe dans ces cas-là? On peut Il refuser veut pas quoi là? démissionner. En Ouais, fait, il veut pas démissionner pour avoir le chômage, mais il veut quitter quoi qu'il arrive mais l'association. il veut quitter quoi qu'il arrive, hein? Et l'employeur, il se place comment par rapport à ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'employeur, lui, souhaite se débarrasser, enfin «se débarrasser» entre guillemets, souhaite se séparer du salarié ou s'il souhaite le laisser, à son poste. Parce Bah, oui, là, enfin moi en ce qui me concerne, on souhaitait s'en séparer parce qu'il venait travailler, il venait pas travailler, enfin c'était mais voilà, il là, on était est dans pas du tout fait pour ce poste. bien Mais, sûr. si tu veux, moi je lui ai dit: «Bah, tu veux t'en aller, tu fais tu démissionnes». Mmh. C'est très simple, hein. Mais non, il voulait une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage. Alors ma question, je lui ai fait la rupture Bien conventionnelle, sûr. mais ma question c'est est-ce qu'on est obligé de faire ça ou est-ce qu'on peut dire: «Bah non, tu démissionnes ou tu re» ou voilà, je sais pas. Après, ben, le la problématique qui se pose dans ce type de situation, c'est que, voilà, là, on avait un dans ce cas précis, on avait un salarié, du coup, qui finalement ne faisait pas bien le travail, si j'ai bien compris. Oui, Voilà, donc tout à fait. la possibilité qui s'offrait, à vous du coup, c'était de le licencier justement pour faute. C'est lorsqu'il aurait été constaté que, dans le cadre de son activité professionnelle, il n'était pas suffisamment performant. Donc on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé d'accepter une rupture conventionnelle. Par contre, c'est vrai que c'est une facilité administrative. Lorsque les 2 parties sont d'accord, on peut mettre un terme à un contrat de travail et on n'en parle plus. Après, par contre, si on part sur un licenciement, le licenciement, c'est l'autre possibilité qui s'offrait dans ce cas précis, pour la situation de ce salarié-là. Hem, Elle est tout à fait possible, on la verra ensemble tout à l'heure d'ailleurs, mais elle est susceptible de voilà, d'amener un contentieux par la suite. Donc c'est peut-être Oui, également pas des conseillé. voilà, des problématiques Bon. à venir en fait. Mmh. Donc après c'est un choix, j'ai envie de dire, qui est proposé puisque finalement dans ce cas-là, c'est vrai ce qui est mis en avant, c'est que le salarié ne faisait pas l'affaire en réalité. Mmh. Parce que dans le cas Parce que contraire, ça arrive, pas mal, hein, dans ce sens-là. je Peut-être sais même bien. plus, du sa de la demande du salarié à l'employeur que de l'employeur au salarié. Ça Ouais, arrive plus souvent, c'est tu c'est vois? c'est 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 pour ça possible, que c'est possible, ouais. mmh, Je vous avoue que moi depuis, voilà, depuis les quelques semaines où je suis de retour à la fédération, j'ai surtout eu le cas que je vous ai présenté. C'est pour ça que je me suis oui, permis d'accord. d'appuyer là-dessus. Mais bon, Mais je tenais à dire que de l'autre sens, ça existait, quoi. Voilà, bien hein. évidemment, mais de toute façon, l'employeur lui, il est jamais coincé et vous verrez, on verra ensemble tout à l'heure parce que si le salarié ne fait pas l'affaire et qu'en effet, il a des choses à se reprocher dans le cadre de son activité, il sera toujours possible de le licencier. Oui, oui. Si Mmh. c'est fait dans les règles, il y a pas de difficulté. C'est juste qu'en effet, d'un point de vue purement administratif, voilà, la rupture conventionnelle, c'est un accord de volonté. On envoie le Mmh. CERFA, on attend 15 jours et normalement, il y a pas de difficulté. Sachant qu'en plus, c'est statistiquement, c'est beaucoup plus r c'est très rare d'avoir des contentieux qui reposent sur la rupture conventionnelle, alors que le licenciement, bien évidemment, comme vous devez vous en douter, il est source de contentieux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, on conseille toujours d'essayer de Oui, trouver oui. une Mmh. solution OK. conventionnelle dans ce type de D'accord. difficulté-là. J Merci. Avec plaisir, j'enchaîne sur le licenciement si vous le voulez bien. Hop, le licenciement. Le licenciement découle du pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est tout à fait logique puisque le pouvoir patronal, donc lorsque le salarié signe son contrat de travail, le salarié accepte d'être pendant son temps de travail subordonné à son employeur. C'est le fameux lien de subordination et qui caractérise justement le contrat de travail. Le salarié, du coup, exécute un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution. Si j'ai écrit cette phrase dans son intégralité, c'est vraiment parce que c'est la définition juridique en fait du contrat de travail. Donc c'est très important et c'est pour ça que c'est mis en gras également. Donc c'est l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et donc contrôler l'exécution. Donc il découle donc du pouvoir patronal le pouvoir de sanctionner les manquements du salarié si en effet les ordres et les directives n'ont pas été respectés dans le cadre et que l'employeur s'en rend compte dans le cadre du contrôle de l'exécution. Et c'est bien ça aussi qui nous oppose au statut d'auto-entrepreneur en fait, puisque le statut d'auto-entrepreneur, lui, n'a pas
enfin, à l'origine, n'a pas en fait ce lien de subordination. Donc, normalement, voilà, son statut d'indépendant ne permet pas à qui que ce soit de contrôler l'exécution, ni voilà, de donner des ordres et des directives. Donc, c'est vraiment une autre différence fondamentale entre les 2 statuts et qui amène justement souvent, puisque l'auto-entrepreneur donc travaille finalement à peu près de la même manière qu'un animateur, salarié lambda, et donc qui amène les requalifications, en contrat de travail. Donc, qu'est-ce qu'une sanction? Puisque dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, donc l'ordre et les directives, donc contrôler l'exécution, si jamais le salarié ne fait pas l'affaire, il y a des sanctions nécessairement. Qu'est-ce qu'une sanction? Une sanction, c'est toute mesure autre que verbale. Important de le préciser, autre que verbale. Ça signifie que finalement, ce qu'on dit à un salarié ne constitue pas une sanction. Par contre, si c'est écrit, là, à ce moment-là, ça devient une sanction. Donc c'est pris par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif. Donc lorsqu'il fait une faute, lorsque l'employeur du coup contrôle l'exécution du travail de l'employé, eh bien il peut lui écrire en effet une sanction. La sanction toutefois doit être proportionnelle, ce qui est logique. Ce qui est logique, on peut pas sanctionner, je ne sais pas, par une mise à pied, 5 minutes de retard. Ça n'aurait pas de sens, ce serait beaucoup, beaucoup trop disproportionné et ça amènerait un déséquilibre beaucoup trop important entre finalement la faute et la sanction. D'autre part, les sanctions sont très encadrées. Il y a des sanctions qui sont prohibées, clairement, légalement prohibées. Les sanctions pécuniaires, on ne peut pas retirer de l'argent sur le salaire du salarié s'il a fait une faute, et les sanctions discriminatoires. Il y a également un principe juridique qui est appelé le principe du non bis in idem, qui rend impossible le fait de sanctionner 2 fois un salarié pour le même fait. Je m'explique, et comme c'est indiqué, il n'y a pas de licenciement après un avertissement en l'absence de fait nouveau, ce qui est logique. Le salarié a été averti. On ne va pas le licencier alors qu'il a été averti, alors qu'il n'a rien fait de plus, puisqu'il a déjà obtenu son avertissement. Et son avertissement qui était déjà initialement proportionné à la faute qu'il avait commis initialement. D'autre part, des faits différents ne peuvent pas aboutir à 2 sanctions si l'employeur connaissait les 2 faits au moment de la première sanction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si lorsqu'on le sanctionne pour un premier retard, on sait qu'il a déjà été en retard le lendemain et qu'on a rédigé et envoyé la sanction en ayant connaissance des 2 faits, on ne peut pas sanctionner 2 fois une chose qu'on 2 fois une chose qu'on aurait pu sanctionner d'une seule sanction. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais voilà, en tout cas, tout ce qu'on sait au moment où on envoie la sanction écrite, eh bien, on est censé le mettre en avant pour justifier la proportionnalité de la sanction. Quels sont les délais pour sanctionner? Le premier délai, c'est la prescription. Aucun fait fautif, donc aucune faute, ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire au-delà d'un délai de 2 mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ce qui signifie qu'en gros, on ne peut pas sanctionner des éléments qui datent d'il y a 3 mois. On a 2 mois pour envoyer notre écrit qui indique au salarié qu'il a en effet commis une faute. Il y a un second délai. C'est un délai maximal d'1 mois à compter de l'entretien pour sanctionner. Donc s'il y a un entretien, on a 1 mois pour sanctionner le salarié qui a été présent à l'entretien, durant lequel on lui a fait part de sa faute, tout simplement. En principe, toute sanction doit donner lieu à une procédure destinée à permettre au salarié de se défendre lors d'un entretien. Bien évidemment, c'est finalement le principe qu'on retrouve dans le droit, de manière quotidienne, c'est le principe du contradictoire. Il est tout à fait possible pour un salarié de se défendre par rapport à ce qui lui a été reproché. Maintenant qu'on a fait le point sur les différentes sanctions, on peut se pencher sur le licenciement pour motif personnel. Comme on en parlait tout à l'heure, il est tout à fait possible pour un employeur de licencier, de mettre un terme au contrat de travail de son salarié lorsque ce dernier commet, une faute. Ce licenciement pour motif personnel, il peut intervenir que si l'employeur donc prouve une cause réelle et sérieuse. Très, très important. On a 85 du contentieux du Conseil des prud'hommes qui porte sur la notion de cause réelle et sérieuse. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de définition légale à la cause réelle et sérieuse.
C'est le juge qui finalement fait une sorte de vérification de la réalité des éléments qui sont opposés, aux salariés et qui juge si en effet, la cause pour laquelle le licenciement est envisagé est une cause réelle et sérieuse. Cette cause réelle et sérieuse donc, lorsqu'elle est démontrée, doit forcément rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Puisque c'est le but du licenciement, c'est d'arrêter cette relation de travail puisqu'il s'avère que, ben, tout simplement, pour le dire de manière un petit peu vulgarisée, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus et cette cause donc nécessairement doit être objective, donc fondée sur des faits réels. Comme on en parlait tout à l'heure, la proportionnalité de la faute, donc elle doit revêtre une certaine gravité et de manière évidente, doit être en lien avec l'exercice professionnel du salarié. On ne peut pas opposer à un salarié une faute de sa vie personnelle pour justifier son licenciement. Toutefois, à l'inverse, un manquement tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement que s'il continue un manquement à une obligation du contrat. En gros, si, admettons, on a un animateur qui, comment dire? Qui a des soucis, je vais dire, voilà, de boisson, c'est quelque part de sa vie personnelle. Mais s'il se présente au travail en étant dans un état d'ébriété, heu, permanent, portant atteinte à son activité professionnelle, à ce moment-là, il sera possible en effet de justifier, heu, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Bien évidemment, ce licenciement pour motif personnel, ben, il est régi par une procédure. Une procédure qui est bien évidemment très, très importante puisque lorsque ce type de dossier est soumis au conseil des prud'hommes, eh bien, une vérification de la procédure, est faite, bien évidemment. Donc on a la première étape, donc c'est l'entretien préalable au licenciement. Donc, c'est une convocation par, LRAR ou remise en main propre, avec signature du salarié. Ce qui est très important, c'est de prendre en compte les délais. Donc il y a des délais postaux et une présentation d'au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien. Donc la convocation à l'entretien doit être faite au moins 5 jours avant ce dernier. La lettre du coup d'entretien préalable doit comporter objet, date, heure et le lieu. La convocation est obligatoire, quelle que soit la gravité de la faute commise, elle est obligatoire. Le motif, pas nécessairement, mais la convocation doit indiquer objet, date, heure et lieu de l'entretien. Donc la convocation, elle est obligatoire, mais pas la tenue finalement. Si le salarié ne se présente pas, l'employeur peut quand même notifier le licenciement. Par contre, la convocation doit être envoyée à la bonne adresse postale du salarié. Donc l'employeur se doit de vérifier que l'adresse en question est la bonne. Bien évidemment, si le salarié a déménagé et qu'il n'en a pas tenu à informer l'employeur, c'est pas la faute de l'employeur s'il n'a pas son adresse. Donc, parce que lui, il a une obligation de donner son adresse postale à son employeur. Mais l'employeur doit, avec les éléments dont il dispose, envoyer le courrier à la bonne adresse. Le salarié, donc, une fois qu'il est convoqué, il peut se faire assister par une personne de la structure ou un conseiller extérieur inscrit sur une liste départementale. L'employeur, lui, ne peut se faire assister que si le salarié, pardon, l'est également. Et finalement, l'objet de l'entretien, donc tel qu'indiqué, sur le courrier, donc doit permettre à indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir du coup, dans le cadre d'un échange, les explications du salarié pour savoir si en effet, le licenciement est justifié ou non. 2e étape, donc on a eu, l'entretien a été exécuté. On doit notifier le licenciement. La notification, du coup, par courrier recommandé ou remise en main propre, ne peut intervenir qu'après avoir respecté un délai de 2 jours ouvrables après l'entretien. Très important, les 2 jours ouvrables. Et dans le cadre d'un licenciement pour faute, la notification ne peut pas intervenir plus d'1 mois après. Donc on est bien entre les 2 jours ouvrables après et pas plus d'1 mois après. Donc on voit bien du coup le délai dans lequel il est permis. Donc on a en gros un délai de 28 jours pour indiquer du coup, la notification du licenciement.
Ce courrier, bien évidemment, qui est transmis, donc énonce les causes du licenciement en étant le plus complet possible pour permettre justement une compréhension totale des raisons pour laquelle, ce licenciement a été, mis en place. Hop. Le préavis. Le préavis, il a un caractère réciproque. Il s'impose, en cas de démission, de départ ou de mise à la retraite et de licenciement. Il s'agit d'un droit en cas de licenciement et d'une obligation aussi lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture. Les 2 parties y sont tenues, donc ce préavis est d'1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans et de 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans. Il y a une possible dispense de ce préavis par l'employeur à condition de verser une indemnité compensatrice correspondant au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait effectué le préavis. Attention, si le salarié est licencié pour faute grave, ça le prive du préavis restant à courir. Le salarié peut aussi demander à en être dispensé, dans ce cas-là, pas de paiement. Les indemnités de rupture, toujours dans le cadre du licenciement pour motif personnel. La procédure, donc la condition d'ancienneté, c'est de 8 mois et l'indemnité de rupture, donc du coup, c'est calcul un quart de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans d'ancienneté, un tiers de mois de salaire par année à partir de 10 ans d'ancienneté et le salaire moyen, donc c'est comme d'habitude, la moyenne des 3 mois ou des 12 derniers mois de salaire selon ce qui est le plus favorable. Les documents de fin de contrat, vous les connaissez également, c'est tous les éléments, qu'on donne, aux salariés, donc le solde de tout compte, donc c'est l'inventaire des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, donc qui permet aux salariés de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance chômage et tous ces documents sont quérables en principe, donc en gros, ils sont mis à disposition du salarié au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait pour justement qu'il puisse, en disposer. En ce qui concerne du coup le solde de tout compte, le salarié, donc il a un délai de 6 mois suivant sa signature pour contester le document. En revanche, si le salarié, il ne signe pas le solde de tout compte ou s'il émet des réserves, le solde de compte n'a d'effet libératoire qu'au bout de 3 ans. Donc c'est quand même assez important d'avoir la signature du salarié pour justement, lors de la réception de ce solde de tout compte. Voici du coup pour ça, c'était la procédure. C'est toujours un petit peu délicat, de développer une procédure dans son intégralité, dans le cadre d'un licenciement. Mais de toute façon, voilà, si jamais cette problématique, se trouve, vous pouvez confronter à ce type de problématique avec votre salarié, il est tout à fait possible et on vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de votre CODEP et ou, du service juridique de la fédération pour justement que nous, on puisse assurer un suivi de toute la procédure de licenciement pour ne pas justement brûler les étapes très importantes telles que les fameux 5 jours qui sont finalement quelque chose d'assez simple à retenir, mais qui sont voilà, qui sont des fois source de petites problématiques, calendaires. Donc c'est très important voilà, de se rapprocher de votre service juridique ou du CODEP. Hem, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bien évidemment, le suivi que nous assurons, il est fait d'avant la procédure jusqu'à la fin et on est toujours disponible pour assurer ce type de suivi à l'adresse mail que vous connaissez, donc servicejuridique@ffepgv.fr. Sur les licenciements disciplinaires, donc on reste un petit peu sur les fautes, que le salarié, enfin que l'employé est susceptible d'invoquer. Donc on a des fautes simples, donc comme son nom l'indique, c'est des fautes qui ne présentent pas de caractère suffisant pour imposer la cessation immédiate du contrat de travail. Donc en gros, c'est plein de fautes légères, qui sont accumulées et qui donnent lieu du coup à une faute simple, donc les retards répétés, les absences non justifiées à plusieurs reprises, les incidents devant les clients, les propos irrespectueux mais pas injurieux, diffamatoires ou excessifs. Et on a de l'autre côté la faute grave. Donc là, c'est une faute rendant impossible le maintien du lien contractuel et imposant une rupture immédiate du contrat de travail. Donc là, on n'a pas de préavis ni d'indemnité de licenciement. C'est une sorte de licenciement un petit peu plus formel et plus costaud puisque en effet ça voilà, quelque part ça sanctionne
vu qu'il n'y a pas de préavis d'indemnité de licenciement, ça sanctionne un petit peu le comportement dont a fait preuve le salarié. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples de fautes graves. Donc, voilà, on a les propos insultants, diffamatoires. Donc l'abandon de poste, comme je vous ai dit, c'est en train d'être modifié. Il y a un décret qui est paru et on va vous faire une information juridique d'ici la fin du mois pour justement mettre en avant la question de l'abandon de poste qui est maintenant considéré comme étant une démission. Donc j'avoue que j'avais mis à jour la diapo, mais ça n'a pas dû être enregistré. On a donc les propos insultants, diffamatoires, attitudes violentes, vol, harcèlement sexuel et atteinte à la sécurité, bien évidemment des licenciés. Est-ce que ça va? Je vous ai pas perdu? Non, je pense pas. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour dire, si vous êtes perdu ou pas? Parce que c'est un gros morceau le licenciement. Du coup, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. C'est pas forcément trop facile de tout voir, immédiatement, mais je suis à l'écoute, madame Lucinier, je vous en prie. Alors, vous confirmez bien que l'abandon de poste Oui. fait partie des fautes graves. Eh bien justement, c'est ce que je vous disais. Là, en réalité, depuis, alors là, il y a un décret, alors c'est une loi clair. qui est passée en janvier et c'est un décret qui vient de sortir il y a à peu près une dizaine de jours, où maintenant l'abandon Voilà, de c'est clair. poste, c'est ça, suite à une procédure qu'on vous expliquera dans l'info juridique qui va arriver, je vous disais, Oui, d'ici oui. la fin du mois, eh bien, sera considérée comme étant, finalement une démission, en fait. Une démission qui n'ouvrira plus les droits au chômage pour les salariés qui feront, du coup, qui mettront en place un abandon de poste. Donc c'est récent, c'est vraiment très, très récent. Donc la loi date de janvier, le décret, lui, date de la semaine dernière ou peut-être 10 jours maximum. Donc on est en train de vous faire dans l'information juridique toute la procédure à suivre pour justement, faire en sorte que l'abandon de poste soit considéré comme étant une démission. Démission. Voilà, Merci. avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Madame Berda? Oui, Bonjour. vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Bon, ça ne concerne pas vraiment, les licenciements, Dites-moi. mais oui et non. Quand on a des salariés retraités, Oui, les démarches sont les mêmes? quand on a des salariés retraités, vous voulez dire que les cumuls emploi-retraite, c'est ça? Oui, Et si, ça l'animateur, il veut se partir quoi, donc si lui veut partir, bien évidemment, oui. on peut tout à fait procéder à un licenciement, ou même une rupture conventionnelle, ça, c'est pas une difficulté. Le fait est que c'est plus compliqué si, en effet, l'animateur retraité, donc en cumul emploi-retraite, ne veut pas partir justement. Puisque à ce moment-là, le licenciement, il est difficilement finalement mis en place puisque on peut rapidement tomber dans des cas de discrimination. Puisque finalement la majeure partie des problématiques qui s'offrent qui s'ouvrent à ce type de situation, c'est que la personne retraitée qui donc travaille en cumul emploi-retraite, donc elle a fait valoir ses droits à la retraite, aucun problème et finalement il s'avère qu'au bout d'un moment, elle a peut-être un petit peu plus de mal à assurer ses cours et donc on souhaiterait mettre un terme à son contrat de travail. Mais justifier finalement justifier son licenciement sur le fait qu'elle ne peut plus assumer ses cours, finalement, c'est risqué puisqu'on pourrait tomber dans les cas de discrimination. Donc c'est pour ça que le cumul emploi-retraite, c'est quelque chose qui est par ailleurs formidable, hein, puisque ça permet à nos seniors de travailler et de faire une activité qu'ils apprécient énormément. Toutefois, dans le cadre, du droit du travail, ça peut également devenir quelque chose de plus compliqué lorsque l'employeur veut mettre un terme à la relation contractuelle. Non, mais si je sais pas si l'employeur, si la personne, elle veut arrêter. Ah bah oui, Donc si la personne elle veut arrêter, là, il y a pas les de les difficulté. les tous les documents, c'est les mêmes documents, c'est les mêmes, Absolument, c'est ça? Les absolument. mêmes formules qu'il faut faire pour, il faut pas sauf Pôle emploi, bien entendu, si? Exactement, sauf Pôle emploi. Ah d'accord, C'est exactement ça. ouais, merci. Merci à vous.
Et là, Yolande, je me permets d'intervenir, Oui, puisque je connais le cas dont tu parles là. Là, c'est simplement une démission de la part de ton animateur qui veut arrêter de faire ses cours, oui, et puis ça n'empêche pas de faire tous les documents, bien oui, sûr, c'est ça, je de voulais fin de savoir. contrat. Oui, Mais c'est ça, voilà, c'est une démission. C'est ça qu'il C'est oui, faut une oui, démission, enfin, oui, oui, oui. moi je crois, oui, exact, hein, c'est ça. Ah bah On est oui, bien c'est tout à fait d'accord? ça, c'est une démission. On Voilà, n'est pas du tout dans le cadre d'un licenciement quoi, puisque c'est à l'initiative de l'employé. Donc en effet, voilà, si lui veut hein, partir, il démissionne et il n'y a pas de difficulté majeure au contraire même, c'est tout à fait simple. Elle a juste envoyé un courrier, enfin transmettre un courrier dans lequel elle explique de voilà, manière claire qu'elle veut arrêter la relation voilà. contractuelle. C'est exactement ça. oui, oui, vous Voilà, avez dit, je me suis permis parce que comme je connais le cas, Eh voilà, ben, on n'est pas vous dans avez, vous avez bien fait parce l'ambiguïté, que quoi. ça m'a Voilà, permis de mieux cerner également la problématique. Merci beaucoup. voilà. merci. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Madame Ocard. Oui, bon, Bonjour madame. ma question est la suivante. Dites-moi. Quand le salarié ne prévient pas l'employeur qu'il est en arrêt de travail, Oula. est-ce que c'est une cause de licenciement? Est-ce que c'est une cause de licenciement? Ça fait combien de temps qu'il a pas Alors, donné signe de vie? ça faisait 2 mois Ah oui, parce qu'on était en plein Covid, d'accord. en situation de chômage partiel Ouais. et l'animateur ne nous a pas prévenu qu'il était l'animatrice ne nous a pas prévenu qu'elle était en arrêt de travail. Mmh. Nous l'avons appris par hasard et il y avait 2 à 3 mois puisqu'elle est en arrêt de travail depuis le février et on l'a su en mai. Alors ensuite, il a fallu faire retour arrière, rembourser chômage partiel, enfin Mmh. beaucoup de procédures. Bien sûr. Est-ce que ça aurait pu être une cause de licenciement? Moi, ce qui me surprend en réalité dans votre cas précis, c'est, la raison pour laquelle en fait, la salariée n'a pas indiqué en fait être en arrêt tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Et c'est parce qu'elle avait des et bah, il s'est difficultés passé, médicales ou? elle était en arrêt maladie avant un congé maternité. C'est une situation D'accord. très complexe, que j'ai D'accord, ouais. déjà, hein, évoquée et elle avait d'autres employeurs. Alors je pense que par négligence, elle pensait que le simple fait, d'avoir donné à son employeur principal, alors ça figure des fois sur les textes, on le voit bien, quand il y a Mmh. plusieurs employeurs, on ne doit pas, compter sur l'employeur principal pour avertir, la CPAM et les Tout à fait. autres employeurs. Donc nous, on ne savait rien du tout, puisque même la CPAM, n'était pas avertie. Il aurait fallu qu'elle fasse la démarche par le biais de notre intermédiaire, ce qu'on a fait Tout après à et fait. ensuite rempli les attestations de salaire. Tout à fait, c'est exactement ça. Et est-ce que vous lui aviez transmis, des courriers recommandés, pour savoir un petit peu où est-ce que, bah, ce qu'elle Heu, devenait ou pas du tout? non, non, pas Non? par courrier recommandé puisque, nous l'avons appris par hasard et donc là, je l'ai contactée directement par SMS D'accord. et elle m'a confirmé qu'elle est en arrêt, mais elle n'avait pas pensé qu'il fallait nous prévenir. Du fait qu'il y avait pas de travail, puisqu'on ne pouvait pas voir qu'elle était absente. On aurait Oui, oui, été oui, bien sûr. en situation normale, on l'aurait vu, mais Oui, bah, c'était oui, un cas très particulier en effet. et bon, ça aurait peut-être j'en sais rien parce que moi j'ai essayé de voir, aussi des différentes possibilités. En fait, ça a été très long. Maintenant, elle a démissionné parce que D'accord. comme elle était en maladie, on ne pouvait pas normalement la licencier, sauf il fallait faire une procédure très complexe et Mmh. on n'a pas voulu, s'engager là-dedans, quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est C'est voilà. c'est 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 Mais c'est je ne sais c'est pas quelque dans chose, quel oui. ca pardon? Je disais c'était une situation assez, assez particulière en effet, puisque vous me dites en plus Assez que c'était compliqué. pendant le covid, c'est ça? C'était pendant le covid et pendant une période où elle était en chômage partiel. Donc, moi, Ouais, je faisais les, mmh, les déclarations de chômage partiel sans savoir qu'elle ne travaillait pas, enfin qu'elle ouais, était en arrêt qu'elle était et en c'était arrêt, oui, bien sûr. illégal. Donc Bien ensuite sûr, bien sûr. et ensuite on a dû rembourser. Bon, c'était pas très grave, mais ça fait de la paperasse, Ça pour fait de la rien, quoi. paperasse, ouais, ouais. Mmh. Bah, en temps normal, je pense que vous auriez eu l'information. C'est vrai que le fait que ce soit le covid, c'est ce qui a Ah permis en bah, elle fait s'est pas venue voilà, travailler, on c'est aurait ça. demandé Vous le pourquoi. exactement, vous auriez compris parce que ça, en fait, que je Hein, comprenais pas c'était dans la ju situation, c'était la raison pour laquelle, en fait, ça a pu durer aussi longtemps. Mais maintenant, je comprends eh bien ben évidemment oui, mieux. c'est juste parce on ne se voyait pas.
C'est exactement ça. Mais Oui, du coup, ben, dans ce cas précis, dans le cadre du Covid, c'était une période particulière, donc je ne voudrais pas m'avancer et vous dire quelque chose de oui, oui, faux. non, mais je pose la Mais, question. voilà, mais en l'occurrence, dans un temps normal tel que maintenant, par exemple, vous auriez vu immédiatement, en fait, qu'elle n'était pas là et que par conséquent, vous auriez pris Mhm, contact avec elle par un courrier recommandé et ça aurait permis, en fait, d'avoir le cœur net sur la situation assez mhm, rapidement et assez facilement, en fait. Donc c'est pas une situation qui aurait pu se reproduire, actuellement. Mais, oui, oui, mais en d'accord. effet, j'avoue qu'elle a profité un petit peu la personne a profité en tout cas du fait de ne pas être Oui, obligée de enfin, venir au sans se travail. rendre compte, elle reste assez négligente, alors Je comprends parfaitement. merci. Avec plaisir, madame Ocard. Madame Lucinier, je vous écoute. Bonjour. Oui. Non, vous nous avez répondu. Ah bah oui, la main. Eh ben, j'ai pas fait exprès, pardon. Et ben Excusez-moi voilà. de cette mauvaise Non, il y a aucun manipulation. aucun Désolée. problème. Je suis à votre Non, non, disposition, il y a aucun souci. j'écoute attentivement et j'ai pas de questions. Bon, bah, génial. Si vous le voulez bien, je vais continuer un petit peu, du coup, mon intervention, sur, du coup, un focus sur le licenciement pour inaptitude. Donc là, c'est un petit peu différent puisque ce n'est plus un licenciement pour faute finalement ou parce que voilà, pour du fait, du comportement du salarié, c'est plus, du coup, un licenciement parce que malheureusement, il peut arriver également, que le Mmh. salarié, soit tout simplement inapte, médicalement à poursuivre finalement son activité professionnelle. Donc cette possibilité-là, donc ça s'appelle du coup le licenciement pour inaptitude médicale bien évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du coup, là, pendant 30 jours du coup, à partir du moment où l'inaptitude est notée, la rémunération du salarié est suspendue, hem et à ce moment-là, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de l'existence d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Donc c'est le médecin du travail qui indique que l'employé ne peut poursuivre sur son poste de travail du fait, ben, de sa condition, physique et si l'employeur justifie l'impossibilité, le refus ou la dispense de reclassement. Donc l'impossibilité de reclassement, donc de lui trouver un autre poste ou si le salarié refuse ou s'il a une dispense de reclassement. La recherche de ce reclassement donc doit être effectuée bien évidemment par l'employeur puisque c'est lui qui fournit le travail et donc lorsque l'employeur est dans l'impossibilité, donc lorsque c'est pas possible de proposer un autre emploi, il doit faire connaître par écrit, les motifs s'opposant au reclassement et ce, avant d'engager la procédure de licenciement. Donc on refait le calendrier. Donc l'employeur donc recherche, la possibilité de proposer un autre emploi. Donc dans notre cas, nous, spécifique d'un animateur, on va prendre, ben, soit l'avis d'inaptitude lui permet d'exercer d'autres, d'animer d'autres, sports, auquel cas, ben, donc on pourra essayer plus ou moins de le reclasser sur un poste un petit peu similaire, mais qui voilà, qui donc, correspond à sa situation du moment, toujours en prenant en compte l'avis du médecin. C'est pas l'employeur qui choisit, c'est le médecin qui donc permet, aux salariés d'exécuter certaines activités. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il est possible que du fait de la condition physique du salarié, il lui soit parfaitement impossible de, d'exécuter quelconque cours en fait, d'animer quelconque cours et à ce moment-là, du coup, on lui fait connaître par écrit, les motifs s'opposant au reclassement. Donc là, le salarié, ben, on lui explique pourquoi on ne peut pas le reclasser parce que, ben, malheureusement, ben, il y a pas d'autres postes que des postes d'animateur et si lui, il peut plus animer des cours de PGV, ben, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de le licencier. On ne peut pas garder quelqu'un dans la structure, associative si ce dernier ne peut bien évidemment pas, ben, exécuter son contrat de travail. Sinon ça perdrait tout simplement son sens puisqu'il ne serait du coup salarié mais sans activité. Donc ça, c'était un petit point que je tenais à faire sur le licenciement pour inaptitude parce que c'est des choses qui arrivent, donc c'est de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas les problématiques les plus fréquentes, Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça peut tout à fait arriver et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qui est assez, voilà, qui est assez délicat parce que, bien évidemment, un licenciement pour inaptitude, ben, ça voilà, ça veut dire que le salarié est dans une condition de santé un petit peu, voilà, un petit peu délicate et voilà, faut travailler main dans la main avec les avis médicaux
enfin, avec le médecin, se fonder sur les avis médicaux pour essayer soit d'une part de trouver un poste, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez compliqué. Donc malheureusement, parfois, on n'a pas d'autre choix que de procéder au licenciement. Dernier déjà, j'ai envie de dire, une dernière possibilité de licenciement, c'est un licenciement pour motif économique. Hein, ça, c'est une problématique qu'on voit relativement fréquemment puisque, voilà, ça peut arriver également qu'une association, ne puisse plus, assumer certains cours, et par conséquent, faut bien, lorsqu'elle s'est engagée à salarier plusieurs animateurs, il faut bien que, voilà, des choses soient faites pour, assurer la pérennité économique, de l'association. Donc le licenciement pour motif économique, je vous avoue que c'est quelque chose de quand même très spécifique, et qui répond à une procédure assez stricte. Pour quelle raison? Parce que c'est un licenciement pour motif économique, c'est pas inhérent à la personne. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y avait une première possibilité qui était faite parce que le salarié, faisait des choses qui ne correspondaient pas à ce qui lui était demandé. Je dis ça de manière, voilà, de manière assez neutre. Et également, du coup, tout à l'heure, on pouvait le licencier également parce que sa condition physique, j'ai envie de dire, sa santé ne permet pas de poursuivre l'activité. Là, ici, on se retrouve dans un motif donc non inhérent à la personne, puisque là, ça correspond davantage à la situation de l'association en elle-même, qui donc, elle, peut risquer de ne pas survivre financièrement si un trop grand nombre de salaires sont payés et que, bien évidemment, pas suffisamment de cours euh, sont assurés. Donc, ce licenciement pour motif économique, donc, comme je l'ai dit, nécessite un motif économique, donc une suppression, une transformation d'emploi. On peut proposer du coup nécessairement au salarié une modification de son contrat de travail avec, je ne sais pas, une baisse d'heures, un changement peut-être même de cours, un changement, voilà, mais nécessairement par avenant, donc une modification du contrat de travail nécessairement par avenant qui doit être validé par le salarié. Donc, si ce salarié n'accepte pas le changement, eh bien malheureusement, comme je vous le disais, pour la pérennité financière de l'association, il faut bien que quelque chose soit fait. Donc, si on peut justifier des difficultés économiques et qu'on risque une cessation d'activité, on peut tout à fait mettre en place ce procédé de licenciement pour motif économique dans le cadre, de cette, heu, cette situation, pardon, je vais y arriver, tout à fait précise. J'ai pas voulu, développer davantage, comme je vous disais, le licenciement pour motif économique puisque c'est quelque chose, comme je vous disais, de très spécifique. Si jamais, les dirigeants d'associations qui sont présents, étaient amenés à avoir ce type de problématique, on vous invite davantage à vous rapprocher de votre CODEP et du service juridique de la fédération parce qu'on aimera beaucoup, du coup, vous accompagner tout au long de ce procédé puisque voilà, il est très complexe, il est sujet il est sujet de beaucoup de contentieux et peut parfaitement du coup amener après à des mauvaises surprises, dans le cadre de ces procédures prud'homales. Donc c'est pour ça que j'ai pas, voilà, je vous le répète une fois, c'est pour ça que j'ai pas voulu trop m'étaler sur le sujet. Hem, voilà, merci. C'est c'est à peu près tout pour moi. On a tenu à peu près 1 heure, c'est ce que je voulais faire à peu près. J'avais peur Alors, d'être un peu trop long et maintenant je suis entièrement à non. votre écoute. Alors, exact. Moi, j'ai 2 choses à dire, si tu veux bien. Bien sûr, La première, tu as parlé tout à l'heure du statut d'auto-entrepreneur. oui, tout à fait, Je voudrais rappeler bien aux sûr. participants de cette réunion que les comités départementaux vous ont envoyé, il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, une info juridique numéro 161 et où tout était expliqué sur le pourquoi du comment du statut de l'auto-entrepreneur. Donc, je Formidable. vous invite à reprendre cette, parce que moi-même, j'ai dû m'en servir. Donc, je vous invite à reprendre cette info juridique. Si vous ne l'avez pas, vous appelez votre CODEP, on vous le renvoie sans Absolument. problème. Mais vous allez voir, c'est vraiment très, très bien expliqué et ça peut vous servir. Et l'autre question que je voulais poser aussi,
bon, nous, dans notre département, comme dans tous les départements d'ailleurs, on a une